Alors, moi, quand j'ai épousé en 1968, le fils aîné d'une famille d'industriels du textile en Béarn. Le Béarn, je vous explique, c'est en bas, ici à gauche. Nous, on connaît évidemment ici dans le sud-ouest. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, on dira que c'est le Béarn entre Pau et Bayonne. Pour ceux qui connaissent ni Pau ni Bayonne, on va dire entre Lourdes et Biarritz. Et pour les Japonais, on va dire Gili-Gili France. C'est comme ça qu'on dit là-bas. Donc c'est une petite ville, Orthez, 12 000 habitants, autrefois animée par des entreprises traditionnelles, le linge dit basque, pourtant fait par des Béarnais, c'est le cas pour le béret et pour bien d'autres produits, les Basques nous ont tout pris, du meuble, de la chaussure, toutes choses qui, dans les années 70, ont été balayées par le début de la mondialisation. Donc cette petite entreprise de linge dit basque, fabriquait des nappes, des serviettes, des torchons, c'était un milieu essentiellement masculin. C'était pourtant un produit de femme, mais managé par des hommes. Et quand je suis rentrée dans la famille, j'étais prévenue tout de suite, on m'a tout de suite dit « pas de femmes dans les affaires ». Alors tout cela me tenait à distance respectueuse de ce qu'on appelait vraiment l'usine. Quand mon beau-père ou mon mari était à l'usine, on était prié évidemment de ne pas les déranger avec des choses futiles, genre si je pouvais dessiner un petit torchon, peut-être que ça serait une bonne idée pour renouveler un peu ce produit que vous voyez là, qui était un produit traditionnel. Vous avez peut-être connu les serviettes de cantine à l'époque, ça ressemblait beaucoup à ça. Les Chinois, d'abord les Marocains, les Tunisiens, ont fait mieux que nous et moins cher. Ensuite les Vietnamiens, les Chinois évidemment. L'entreprise a donc été balayée tout de suite par cette mondialisation. C'était une entreprise animée par des femmes, je vous l'ai dit, il n'y avait pourtant aucune femme aux commandes. Et vous savez ce que disait Pierre Desproges des femmes. Ceux qui ne connaissent pas Pierre Desproges, c'est une grosse erreur, hein, il faut vite s'y mettre. Pierre Desproges disait des femmes, les femmes n'ont pas l'esprit assez élevé pour s'élever jusqu'à Dieu. Heureusement, elles ont un escabeau qui leur permet de s'élever jusqu'au plafond. Et là, elles peuvent faire les carreaux, c'est tout ce qu'on leur demande. En gros, on a été bercé par cette culture. 250 femmes se sont trouvées du jour au lendemain balayées par cette liquidation. Moi, je n'avais aucune légitimité. J'étais une heureuse mère au foyer. J'avais eu la chance de pouvoir élever mes 3 enfants ainsi. J'ai assisté pétrifié, ceux qui ont connu peut-être parmi vous ce qu'est une liquidation judiciaire ou un dépôt de bilan. On a connu cette usine tout d'un coup vide, alors que c'est très bruyant, une usine. Ces bureaux déserts, ces agendas encore ouverts, ces crayons, ce téléphone qui sonne, mais personne ne répond. Et moi, j'ai assisté pétrifié à ce défilé-là, en me disant quand même, avec un outil et un savoir-faire pareil, un savoir-faire qui en plus ne s'apprend plus à l'école, si on laisse partir ce savoir-faire avec ces femmes-là, on ne le retrouvera jamais. Donc, on s'est dit, peut-être qu'en donnant un petit coup de jeune sur ce tissage basque, on pourrait peut-être essayer d'y arriver. D'ailleurs, pourquoi pas? J'ai entendu tout à l'heure un témoignage très émouvant disant que c'était dans un rêve que le papa avait eu une inspiration. Mais c'est un peu pareil, tout d'un coup, une petite voix qui me dit « pourquoi ne pas essayer ?» Vous savez, le Béarn, c'est une terre protestante. Le mot d'ordre chez les protestants, ou leur devise, c'est « résister ». On s'est dit, on va essayer de résister. Et là, on a eu beaucoup de chance, parce que la Providence a mis sur notre chemin des amis. Ça a été l'ancien pédiatre des enfants, ça a été un ami écrivain, ça a été un cadre tranquillement venu passer sa retraite en Béarn, que j'ai sollicité. Je n'avais aucune légitimité pour cela, je n'avais pas d'argent. J'ai donc vendu des choses qui me restaient de ma splendeur, quelques bijoux, quelques tableaux. Et puis, il m'a fallu tout apprendre. D'abord le tissage, apprendre ce que c'est qu'un métier à tisser ratière, qui sont les métiers qui font des choses, des formes simples comme des carreaux, des rayures. Après un métier à tisser jacquard, qui est un métier à tisser qui permet de dessiner le motif dans le tissage, qui est une technique un peu plus sophistiquée, qui d'ailleurs, il n'y a que 3 tissages comme nous en France, 2 à Gérardmer et nous, les tout petits dans le sud-ouest. J'ai dû apprendre ce que c'était qu'un calibre de fil, j'ai dû apprendre ce que c'était qu'un banquier. Une médecine du travail, un contrôle fiscal, un découvert autorisé, toutes choses qui m'étaient évidemment totalement étrangères. Mais là aussi, la Providence nous a aidés, et avec ces vieilles machines que nous avions là, eh bien, il a fallu se dire, il va falloir trouver les bonnes idées. On a eu 4 bonnes idées. La première bonne idée, aujourd'hui, ça s'avère être une bonne idée, c'était l'idée de rapatrier tout ce qui avait été délocalisé par l'ancienne structure qui était morte, c'est-à-dire de faire le pari du fabriqué France. À l'époque, je vous parle des années 98,
C'était évidemment un pari qu'aucun financier ne voulait soutenir. Tous les capitaux risqueurs que nous avons essayé de contacter nous ont tous découragés en nous disant « Mais enfin, madame, vous savez bien, il faut que le style soit fait en France, mais la fabrication, c'est plus du tout, la France n'est plus un pays industriel. » Un capital risqueur qui m'a dit « Madame, vous n'y arriverez pas, vous aimez trop les usines. » Alors je revendique aujourd'hui d'aimer pleinement les usines parce que ce sont des endroits qui vivent. Donc, pour sauver cette usine, première bonne idée, nous avons dit nous allons aller à contre-courant et nous allons risquer, bien avant les autres, ce Fabriquer France qui fait aujourd'hui notre succès et qui fait qu'aujourd'hui on est sorti des turbulences. Les machines étaient vieilles, le personnel était, je ne peux pas dire vieux, ancien, disons. Aujourd'hui, la moitié du personnel a moins de 35 ans. Ce n'était pas le cas, les savoir-faire ont été passés, donc il fallait trouver ce qui pouvait se tisser sur ces machines-là. Et donc il a fallu là aussi une démarche un peu osée pour aller solliciter des grands créateurs en se disant ce produit basique, un torchon, une serviette, un tablier, c'est pas très rock'n'roll, mais dessiné par un grand designer. Aujourd'hui, notre plus belle signature, c'est quand même le peintre Magritte que tout le monde connaît. On est arrivé là aujourd'hui. Donc on est parti de designers comme celui dont je parle le plus volontiers, s'appelle Hilton McConico, c'est un Américain qui vit à Paris, qui a travaillé pour la LIC, pour Dôme, pour Hermès, etc. Et qui m'a fait la gentillesse d'écouter mon discours, car je suis allée le voir, je le connaissais bien sûr, enfin je le connaissais de réputation, et il a écouté l'histoire de ce petit tissage qui employait essentiellement des femmes en fin de carrière, d'ailleurs pour beaucoup, et qu'on avait la certitude qu'on pouvait sauver si on lui donnait à créer, à fabriquer un produit moderne et nouveau. Donc Hilton McConico nous a dessiné cette rayure qui était la seule chose que nous pouvions faire sur ces vieilles machines. À l'époque, je n'avais pas encore pu acheter les métiers Jacquard. Il nous a dessiné cette rayure qui est restée notre rayure emblématique, qui a été vendue dans le monde entier, et qui a été vendue au MoMA, et que nous avons encore aujourd'hui, 18 ans après, qui est toujours un des fleurons de la collection. Ensuite, la deuxième bonne idée, ça a été, après les créateurs, on s'est dit, mais puisque les créateurs, les artistes, c'est un milieu très, très proche évidemment, on va aller voir les musées, les boutiques de musées qui vendent essentiellement des mugs, des stylos, et on va leur proposer de reproduire des œuvres sur des torchons, pourquoi pas. Alors pour faire ça, il fallait une autre technique, c'est-à-dire que la technique de mes vieux métiers ne savait pas faire ça, donc il a fallu s'équiper de métiers Jacquard. Et là, c'était évidemment dans la situation dans laquelle nous étions. Au démarrage, nous étions sur 900 000 € environ de chiffre d'affaires, avec un découvert autorisé qui va vous faire pleurer, qui était de 30 000 €. Donc 30 000 € pour assurer une trésor, pour acheter, pour revendre à 30, c'était 60 jours, beaucoup les délais de paiement à l'époque. Donc il a fallu se dire qu'il fallait investir. Enfin, à un moment, on s'est dit, ou on reste avec nos rayures, et finalement, on ne va pas aller très loin, parce qu'un jour ou l'autre, les Chinois vont savoir faire des rayures aussi belles que nous, ou on investit. Alors investir, ça a été de nouveau le parcours du combattant, les banquiers, les capitaux risqueurs, etc. On a eu la chance de rencontrer une collectivité locale qui était notre région, qui nous a écoutés. Je dois dire que ça a été un bonheur et une surprise d'abord, et un bonheur ensuite, de rencontrer une institution à l'écoute de besoins industriels, une petite entreprise comme la nôtre. Donc on a été accompagnés sur ce projet, on a pu investir et acheter ces machines qui nous ont permis donc d'attaquer ce marché, qui a d'abord été le marché donc de l'art. Aujourd'hui, Château de Versailles, le Louvre, le Prado, Michel Brasse, puisqu'il a été aussi au démarrage. On sort un peu du côté artistique là, mais c'était un peu le même type de démarche, en proposant à tous ces gens-là un produit personnalisé, unique et en petite série. C'est-à-dire que nous, on demande 300 pièces, 400 pièces, on ne demande pas 3, 4 000 ou 5 000, comme ce qui est demandé dans les pays d'Asie. Ensuite, les pays d'Asie, justement, on y vient. L'export, on s'est dit, le marché français, c'est un marché intéressant pour ce marché de la culture ou parallèle à la culture. Nous avons décidé d'aller à l'export. Nous sommes aujourd'hui à 30% de chiffre d'affaires à l'export, essentiellement aux États-Unis et au Japon. Vous avez là ici une vitrine que les Japonais savent faire magnifiquement, une vitrine dans un magasin de Tokyo. Et ce qui est magnifique dans l'histoire de notre petite entreprise, c'est que lorsque des Français, des Bernais ou des Français plus généralement, tombent sur ce genre de vitrine à Tokyo, mais ils prennent des photos, ils nous les envoient. Ils sont très fiers, ils se disent une petite entreprise du fin fond du Sud-Ouest arrive à être présente comme ça dans des endroits si beaux, c'est magnifique. Donc on s'en réjouit également. Ensuite, l'innovation a été également, donc je vous ai parlé des musées,
a été également sur ce qu'on appelle les grands comptes, c'est-à-dire d'attaquer en objet de communication, nous disons c'est un objet de communication durable, tous les marchés qui tournent autour de la table et de la cuisine, c'est-à-dire les marchés alimentaires. Nous comptons parmi nos clients le groupe Unilever pour maïs, par exemple, la moutarde, le vinaigre, etc. Les vins, évidemment les vins. On est très heureux d'être présent dans les boutiques de crus très prestigieux, comme Claude Vougeot, par exemple. Les très grands restaurants, donc, comme Michel Brasse. Donc ça a été la troisième innovation commerciale. Toujours proposer à ces personnes-là des petites et des moyennes séries, surtout très bien faites, surtout d'une qualité qui, évidemment, parce que ces grandes entreprises-là ne peuvent pas se permettre d'être accompagnées par un produit de communication qui, au premier lavage, va déteindre, va devenir affreux et va donner, évidemment, de leur marque une mauvaise idée. L'autre innovation, c'est autour du produit, c'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire que nous, une petite société comme nous sommes aujourd'hui à 1,2 million de chiffre d'affaires. Nous avons la moitié de notre personnel à moins de 35 ans. Nous avons une progression de chiffre d'environ 6% tous les ans depuis 4 ans. Et nous avons des bilans magnifiques. Malgré cela, donc ça veut dire que nous sommes sortis des turbulences que j'ai pu connaître au démarrage et qui ont été importantes, évidemment. Malgré tout cela, aujourd'hui, nous n'avons aucun accès au crédit. C'est-à-dire que nous avons 0 € de découvert autorisé parce que vous savez, les banquiers, ils ont des ordinateurs avec des tas de lumière et le textile, c'est toujours rouge. Et femme au volant, c'est 2 fois rouge. Donc, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Ça nous oblige à être inventifs. Les femmes gèrent, souvent on dit, les femmes gèrent leurs entreprises comme elles gèrent leur frigo. C'est-à-dire que quand on essaye de faire durer les provisions et puis après de recycler si on peut. Ce dernier produit que vous avez derrière moi, pardon. C'est un produit que nous venons de sortir, qui est une petite miniature de torchon que nous avons appelé Paratapas, qui sert, comme vous le voyez, qui remplace l'assiette en papier, en carton et la serviette en papier, qui est donc un produit écologique, puisqu'il se lave et il se recycle. C'est un produit, depuis que nous l'avons lancé cette année, puisque ça a été la dernière innovation de la maison, nous en avons vendu environ 30 000. Donc c'est un produit qui est à la fois un produit grand public et un produit de communication. Alors, on sait bien que l'année prochaine, il sera chez nos concurrents, parce qu'eux, ils n'ont pas de bureau d'études, ils viennent juste voir chez nous ce qu'on fait, et puis après, mais ils font moins bien, je vous rassure, et surtout, je vous déconseille d'aller voir. Donc, voilà l'histoire de cette petite entreprise qui, aujourd'hui, essaye de résister un petit peu à la mondialisation à outrance, c'est-à-dire qui essaye de vivre encore dans son territoire. Les projets, l'innovation de la 5e génération que vous voyez là, ça sera probablement plus du management. C'est d'ores et déjà un retour à la terre avec une expérience de replanter du lin, par exemple, puisque nous consommons pas mal de lin que nous sommes obligés d'acheter à l'export, puisqu'il y a une petite production de lin en Normandie, mais elle est achetée entièrement par les Chinois tout de suite, donc nous n'y avons pas accès. Donc nous avons commencé avec des agriculteurs de la région à remettre en route des programmes de plantation de lin, de transformation, etc. C'est une façon aussi pour nous. Je pourrais vous dire un mot des labels également, car c'est également la façon que nous avons de tenir notre produit et d'éviter qu'il soit maltraité. Ce sont ces labels. Nous avons un label, quant à nous, qui s'appelle Entreprise du patrimoine vivant, qui dit bien ce qu'il veut dire. C'est un label qui signale les entreprises anciennes, qui ont donc un patrimoine, ce qui est notre cas, et qui font de ce patrimoine quelque chose de vivant, vivant par le style, vivant par le produit, vivant par sa diffusion dans le monde entier. Alors il y aurait beaucoup à dire après sur les labels. Il est très important pour le consommateur que celui-ci soit exactement informé. Nous sommes 100% français, je dirais 100% béarnais. Le béarnais est têtu, on dit cap bourrute. Ça veut dire la tête dure, et on a bien l'intention de faire que cette histoire dure encore 1, 2 ou 3 générations. Merci de m'avoir écouté.